Après 2 jours d'une navigation sans histoire depuis les îles Crozet, le Marion Dufresne arrive en vue de Kerguelen, la plus grande des terres australes, située en lisière du 50e parallèle sud. Il est 6 heures à la passerelle. Le commandant est à la manœuvre pour les derniers milles de navigation, avant de jeter l'ancre devant la base scientifique de Port-au-Français dans le golfe du Morbihan. Le jour se lève difficilement, mais on discerne quelques lumières sur la côte et aussi des feux d'alignement pour guider précisément le bateau vers son mouillage. 0 là-bas. 0 là-bas. 0. 0 là-bas. 0 là-bas. On en est au nord. Nord. L'escale doit durer plusieurs jours pour ravitailler totalement la base qui est importante. Il y a le courrier à débarquer, les vivres, des matériaux de construction, des machines. Il y a aussi des déchets et du matériel devenu inutile à rembarquer. Ici, c'est donc la météo qui commande. Tout est urgent et rien n'est acquis d'avance. Et lors de cette escale, en profitant d'une mer plate, la première tâche est de ravitailler la base de Port-au-Français en gasoil. La mise en œuvre d'une canalisation souple entre le bateau et la terre est fastidieuse. Le dépotage du fioul doit durer de longues heures et doit être interrompu à la moindre aggravation du temps. L'OPEA est le grand organisateur des rotations d'hélicos ou de chalands qu'il dirige selon un timing quasiment militaire. Il est le responsable de l'approvisionnement des îles et des mouvements de personnes. C'est lui qui décide du planning en fonction des aléas climatiques. La radio VHF collée en permanence à l'oreille, il est le lien indispensable entre la passerelle, la cale, la drop zone, les passagers et la base. Une fois le personnel des TAF transporté vers Port-au-Français, le groupe des visiteurs s'envole vers la cabane Jules Laboureur, située au fond du golfe du Morbihan, pour un séjour de 2 jours. Vue de l'hélicoptère, l'analogie avec le golfe du Morbihan breton est par trop évidente. C'est une vaste mer quasi fermée, parsemée d'une multitude d'îles ou d'îlots, séparés par quantité de chenaux parallèles créés par la fonte ancienne des glaciers. Le fond du golfe est un véritable labyrinthe nautique. Après 15 minutes de vol passé à admirer la rudesse du paysage, la cabane Jules Laboureur est en vue, nichée au fond d'une baie. L'hélico nous dépose sur une langue de terre qui ferme partiellement l'extrémité du fjord et nous abandonne à proximité de la cabane que l'on rejoint après une courte marche. Une fois l'hélicoptère reparti, outre la beauté du site, c'est surtout le silence qui nous submerge. Pas de vent, pas de ressac, rien d'autre que le calme absolu, à peine troublé par le pépiment lointain d'un oiseau. L'implantation de la cabane n'est pas sans charme, vraiment les pieds dans l'eau. L'endroit est idéal pour profiter d'un paysage aux lignes douces, calmes et apaisantes. Après avoir déposé les sacs dans la cabane, le groupe entame une randonnée vers les coins les plus secrets du golfe du Morbihan. Camille, le guide athlétique de la réserve naturelle, mène son groupe avec entrain, à travers un paysage très minéral, souvent entrecoupé de landes spongieuses, en suivant des chemins escarpés et en traversant des champs de pierre. Le début du parcours s'avère plutôt physique.
Nous atteignons ainsi le but de cette randonnée, une petite cascade qui se jette à l'extrémité d'un autre bras de mer. Notre accompagnateur déplie alors sa canne à pêche et en quelques minutes attrape une truite de fort belle taille qui se défend âprement. Sur le chemin du retour vers la cabane, la lumière décline rapidement. Savoir qu'il y aura une truite ce soir au menu nous fait hâter le pas, et c'est avec plaisir que nous retrouvons le confort relatif de la cabane laboureur. Et la truite, pêchée quelques heures plus tôt, suffira à apaiser les appétits des randonneurs qui se sont bien régalés. La matinée du lendemain démarre sous la pluie, qui heureusement ne dure pas. Le paysage est bien terne. C'est néanmoins sous un petit crachin que nous poursuivons une nouvelle randonnée vers l'autre rive du fjord. La balade se termine dans des éboulis où niche une colonie de gorfous, une autre variété de manchots. Le plus gros de la colonie est reparti se nourrir en mer et les quelques individus que nous observons semblent eux aussi paralysés par la pluie. La pluie cesse en début d'après-midi et fait place à un ciel plus lumineux. Cette amélioration permet de gravir la forte pente qui surplombe la cabane laboureur. L'ascension est physique, mais les efforts sont récompensés par une vue panoramique à couper le souffle sur les nombreux îlots du golfe du Morbihan. Les éclaircies alternent rapidement avec de courtes averses en attendant que l'hélico vienne nous récupérer et nous ramener sur le Marion du Frêne. Un nouveau séjour de 2 journées est prévu à la cabane Jackie. Cette fois-ci, l'hélicoptère dépose son groupe de randonneurs sur un banc de cailloux en bordure de la rivière du château, au cœur d'une large vallée désertique. Cette rivière est alimentée par une haute chute d'eau qui tombe en cascades étagées à travers un imposant massif de basalte.
Mais le charme bucolique de la cascade laisse vite la place à une progression difficile vers de hauts plateaux très austères où le minéral règne en maître, rien que de la roche à perte de vue. Sans obstacle sur ce plateau aride, le vent donne toute sa puissance. Les rafales nous malmènent durement, impossible de filmer dans ces conditions. Un pique-nique bienvenu, à l'abri précaire d'une barre rocheuse, permet d'admirer un vaste panorama sur le golfe qui s'étend jusqu'à Port-au-Français. La descente sur l'autre versant du plateau est aussi éprouvante, avec le vent qui redouble de violence et qui bouscule les marcheurs. L'arrivée à la cabane Jackie permet de se reposer et de reprendre des forces autour d'un thé ou d'un café bien chaud. La balade se prolonge, en longeant durant quelques hectomètres le cours de la rivière Studer. Mais ce soir, aucune truite ne s'est laissée faire. En revenant vers la cabane, on peut mesurer le chemin parcouru dans l'après-midi pour redescendre du plateau. La nuit a été bénéfique dans la cabane et ce matin, le vent est complètement tombé. C'est une journée lumineuse qui s'annonce. Alors l'ambiance est plus relaxe. Après avoir longé la rivière Studer jusqu'à son embouchure, nous suivons tranquillement les rives du golfe du Morbihan jusqu'à rejoindre la base de Port-au-Français. C'est l'occasion de retrouver les éléphants de mer qui font déjà la sieste ou qui se battent. Au détour d'un chemin, une colonie de cormorans impériaux peu farouches se prélasse au soleil. Quelques manchots papous se sont regroupés au sommet d'une petite falaise. Tous ces animaux, peu habitués à la présence humaine, ne semblent guère effrayés. C'est un vrai privilège que de pouvoir admirer d'aussi près toute cette faune sauvage.
En cours d'après-midi, nous retrouvons le Marion Dufresne mouillé devant la base de Port-au-Français sous la protection de Notre-Dame-des-Vents. Nous arrivons ainsi aux abords de la base de Port-au-Français. Cela ressemble à une quelconque zone artisanale où les bâtiments ont été édifiés sans ordre ni logique sur un vaste espace qui accentue encore l'impression d'isolement et de bout du monde. Appareillage très matinal du Marion Dufresne pour un transfert de matériel vers une cabane éloignée de la base et également pour emmener les visiteurs vers un site historique. Aux petites heures du jour, le soleil à peine levé passe sous les nuages et éclaire brièvement le mont Ross, le sommet des Kerguelen qui culmine à 1850 mètres. À la passerelle, les positions sont fréquemment reportées sur la carte par un lieutenant et la route est constamment vérifiée par le commandant qui distribue ses ordres. La navigation dans le golfe doit être précise car les passages entre les îles et îlots sont sinueux, resserrés et peu profonds. Les changements de cap sont nombreux jusqu'à ce que le Marion jette l'ancre devant l'île Longue. On va parler plus à gauche. Zéro. Comme ça. 0,37. Un débarquement est prévu sur le site de Port-Jeanne d'Arc. À cet endroit, une usine baleinière franco-norvégienne a été édifiée au début du XXe siècle. Si la chasse à la baleine a été fructueuse durant les premières années, l'activité de l'usine a cessé en 1926, faute de rentabilité, et les installations laissées à l'abandon. Même si le logement des baleiniers a été restauré par les TAF en 2001, le temps et la météo ont largement fait leur œuvre depuis 90 ans. Tout rouille, tout s'effondre. Les quais, rails, cuves, citernes, fours, chaudières, tuyauteries, machines, entrepôts. Graduellement, tout disparaît. Le décor est étrange. La sensation d'abandon vient en premier à l'esprit, mais s'y ajoute l'impression qu'un cataclysme a tout balayé et tout désorganisé. L'atmosphère émanant de ce lieu interpelle vraiment, car Port-Jeanne d'Arc est riche en symboles. Sur la fuite du temps, l'isolement, la force et la violence implacables de la nature, la vanité et l'impuissance des hommes. Déambuler parmi ces vestiges fantomatiques ne laisse pas les visiteurs indifférents.
En début d'après-midi, le Marion refait la route inverse pour rejoindre Port-au-Français, où il reste encore quelques héliportages à effectuer. À droite 5. À droite 5. 0. 0. Comme ça. 52. Le Marion Dufresne a navigué toute la nuit en longeant la côte sud de Kerguelen pour rejoindre la vaste baie d'Audierne au sud-ouest de l'île. Mais ce matin, les conditions météo se sont dégradées brutalement. Malgré l'abri que procurent les montagnes qui cernent la baie, le vent souffle en tempête et les bourrasques les plus violentes soulèvent des gerbes d'embrun. La pluie bat sur les vitres de la passerelle et l'on ne voit rien d'un paysage que l'on pourrait imaginer grandiose. Il faut ravitailler une cabane, et visiblement les conditions ne sont pas réunies ce matin pour le faire en toute sécurité. Trop de vent pour l'hélicoptère. Le commandant et le pilote de l'hélico espèrent l'accalmie. Ils temporisent, se concertent souvent, puis finalement renoncent en milieu de matinée. Échec de la mission, demi-tour, et direction Port-au-Français. En début d'après-midi, alors que rien ne le laissait prévoir, le vent cesse rapidement, la mer se calme aussitôt et la visibilité s'améliore. Il devient même possible de fréquenter les ponts extérieurs. Une autre cabane a pu être ravitaillée, la journée n'est donc pas totalement perdue. Ça, c'est la météo des Kerguelen. Départ définitif de Kerguelen. Ce matin, la base de Port-au-Français salue au moyen de feux de Bengale le départ de plusieurs jeunes scientifiques en fin de mission. Ceux-ci restent groupés à l'arrière du Marion et voient avec regret s'éloigner une partie de leur jeunesse restée à terre. Le Marion Dufresne est leur sas de décompression avant le retour aux réalités de la métropole qu'ils appréhendent. Entre les éclaircies et les grains, le Marion entame la sortie du golfe du Morbihan, puis contourne les Kerguelen par l'ouest avant de retrouver le grand large. Le bateau fait route au nord vers sa prochaine escale, l'île Amsterdam, qu'il rejoindra au terme de 2 jours de navigation.